Nous étions au Soudan où on évoquait la poursuite des pourparlers après une nuit de violence meurtrière. Francisco Napokura, en tout cas, des deux côtés, on semble parvenir à un accord pour le moment. On s'est entendu sur la formation d'un conseil souverain et la durée de la transition. L'armée qui demandait 2 ans, les contestataires qui demandaient 4. On s'est entendu maintenant que ce soit 3 ans. Le plus difficile, ça va être maintenant la composition du conseil. Oui, il y a la composition du Conseil et il y a aussi la composition du Parlement qui doit, disons, préparer les tests à voter. Et donc, c'est la cohabitation qui va être difficile. Il a dit tout à l'heure, les militaires, ils veulent se montrer habitués, des gens qui donnent des ordres qu'il faut respecter. Non, le militaire est suffisamment instruit, éduqué, et qui comprend également les règles de démocratie. Mais quand il s'agit de sécuriser le territoire, là, le ton est différent. C'est par rapport à ses collègues. Mais pourquoi, au niveau du Soudan, on a l'impression que ces militaires veulent forcément être dans le contrôle de l'appareil étatique? Ils assument déjà clairement ce rôle. Quand vous regardez l'Algérie, le chef d'état-major, il ne dirige pas, mais c'est quasiment lui. Mais c'est pas lui qui contrôle la transition, il n'est pas au sommet. Ici, on a l'impression d'avoir des militaires qui veulent forcément être au sommet. Le problème, c'est que nos armées se sont totalement écartées de leur mission régulière, qui doit être d'abord une armée républicaine et une armée qui, comme Jésus et ses apôtres, laissez-les bien, suivez-moi. En fait, ici, nos armées sont, n'est-ce pas, aujourd'hui, je pense que c'est ce que l'armée du Soudan a essayé de faire. L'armée du Soudan a essayé de montrer qu'elle pouvait être du côté du peuple. Après maintenant, la victoire sur Béchir, on ne veut pas lâcher prise. Voilà, parce que certains ont des intérêts qu'ils veulent préserver et que souvent les militaires ont peur que quand les civils ont le pouvoir, ils ne vont plus avoir régulièrement leurs privilèges, leur salaire. Mais au Togo, la démocratie a montré que c'est après la conférence nationale, que les militaires togolais ont eu des soldes qui ont été suffisamment avancés. Aussitôt, après la conférence, sinon bien avant, on avait des militaires. Après la formation, vous avez 1800 ou 1600. Pendant combien de périodes? Mais après, et c'est ça. Mais aujourd'hui, nos armées ont un père fondateur qu'ils respectent même après leur mort. Et donc, c'est ça qui fausse véritablement le rôle de nos armées. Sinon, nous avons des militaires, nos militaires, quand vous les prenez, vous causez avec eux, c'est que ce soit les officiers de n'importe quel corps. C'est des gens qui sont intelligents, vous expliquent des choses, surtout quand vous tombez sur les pilotes, et vous êtes sublimés. Et donc, c'est des gens qui doivent comprendre que aujourd'hui, pour nos pays, on doit les gérer de façon à aboutir à des résultats et à des performances. On ne doit pas rester, on fait 5 ans, et au bout de 10 ans, pour faire par exemple une élection, on dépense plus qu'avant dans des choses qui ne tiennent pas. On doit être en mesure que les militaires républicains, l'armée républicaine, doit toujours être aux côtés du peuple, et comme ce que les Soudanais ont commencé. Mais après, j'ai vu qu'on constate que les intérêts, Vivien Toli, est-ce que, de discussion en discussion, on n'aborde pas le nœud du problème, c'est-à-dire ce qui a fait descendre les gens dans la rue pour que Béchir parte, c'est-à-dire la condition même de vie, c'était le prix du pain, mais on sait que le prix du pain, ça montre que les Soudanais vivent mal. On est là à discuter de qui va prendre tel nombre de postes dans le Conseil souverain et on oublie l'essentiel de ce que les Soudanais avaient demandé. Vous savez, le problème de paix, c'est un fait valoir. Mais c'était une évidence aussi. Non, c'est l'anguille sous roche parce qu'il y a beaucoup d'autres problèmes. Et les citoyens soudanais se sont dit, si nous arrivons à régler nos comptes avec ce régime, si nous changeons de régime, il y aura quand même une meilleure vie dans le pays. Mais aujourd'hui, le problème des civils, c'est qu'ils ne veulent pas perdre.
ce pouvoir. C'est-à-dire, on ne va pas lutter et puis après, voilà, le bénéfice va revenir à l'armée. Et l'armée se dit, mais attention, ces civils-là, si on les laissait faire, on ne sait pas, ils vont même nous juger, ils vont revenir sur. Donc, il vaut mieux diriger l'appareil d'État, il vaut mieux être le plus fort pour que personne n'ose dire, bon, vous aussi, vous aviez collaboré avec Béchir, vous avez fait ceci, vous avez fait ceci. Vous savez, dans nos pays africains, le plus dur pour les régimes, c'est quand je vais tomber, quel sera mon sort. Et justement, le camp qui est en face des régimes au pouvoir n'arrive jamais à convaincre ceux qui sont au pouvoir que, ben, écoutez, ce n'est pas la fin du monde. C'est vrai, on va juger certains d'entre vous pour les crimes graves. On peut aussi faire la réconciliation. On peut aussi vous amnistier, mais attention, ce n'est pas la fin du monde. Je crois que les armées, par exemple, qui ont eu une formation qui consiste à être en position de tout gérer, ne conçoivent pas qu'on veuille les écarter et qu'on veut prendre tout pour leur donner juste des miettes. Quand vous allez dans chaque pays, les armées sont formées de telle manière que tout ce qui a comme fonction au niveau de l'État, l'armée peut gérer tout ça là à un moment de crise. Et ils sont formés justement pour gérer les moments de crise. Je vous en prie, si c'est les civils qui doivent gérer les moments de crise dans les pays, ce n'est pas sûr que ça ne finisse pas par la guerre civile. Parce que tout le monde va vouloir se tailler sa part du gâteau. Chacun voudrait prendre la part du chef. Heureusement qu'au niveau des armées, il y a au moins une discipline. Sauf que l'armée, c'est la force. Alors, c'est celui qui détient la force qui veut se faire entendre encore plus. Et on a ce problème qui se pose aujourd'hui au Soudan. Alors, ce qu'il faut, c'est que chacun mette de l'eau dans son vin, que ce soit les civils comme l'armée. Et moi, je le répète encore, si un militaire veut devenir président de la République d'un pays africain, il suffit que ce militaire démissionne et qu'il reprenne les habits de civil et il peut se présenter parce qu'il est un citoyen comme tous les autres. Mais comme ce sont les citoyens qui ont cotisé pour vous donner des armes, mais du moment où vous détenez encore les armes et vous voulez être le chef suprême du pays, ben on a peur parce qu'avec les armes, vous pouvez nous faire peur à n'importe quel moment et faire passer toutes vos lois. Aujourd'hui, le Soudan doit faire un effort pour être une sorte de modèle. Autrement, les citoyens africains n'auront plus confiance en ces révolutions, entre guillemets, parce qu'on ne va pas faire tout cela pour après remettre le pouvoir encore à l'armée ou à X ou Y. Mais dans tous les cas de figure, Chris Sega, c'est que l'armée est au cœur du contrôle. C'est pour le moment, on peut dire ça parce que on doit le dire, on peut le dire parce que vous savez, lorsque Béchir chute, c'est presque un chaos qui est là. Il faut quand même une force organisée pour colmater les brèches et empêcher que tout parte dans tous les sens. Je crois que j'ai eu à le dire ici et dans presque tous les États africains, l'armée assure parfois la continuité de l'État parce que nous avons des institutions qui ne tournent pas encore comme il se doit. Les institutions sont faibles et ce qui est au sein d'une nation qui peut garder la cohésion du pays, je crois que c'est l'armée. Et puis quand l'armée dit par exemple qu'il faut qu'elle ait un droit de regard sur la gestion de cette transition, je crois que ce n'est pas seulement pour se sécuriser ou bien sécuriser les arrières, mais c'est le fait aussi que le Soudan, il ne faut pas qu'on l'oublie, est un pays qui vit depuis des années une tension avec ses voisins ou bien avec les puissances étrangères, surtout occidentales, notamment les Américains, etc. Et il y a à traverser, il y a des poussées djihadistes, etc. Et je crois qu'on ne peut pas souhaiter une vacuité totale à la tête de l'État parce qu'il y a une révolution qui voudrait que Béchir parte avec tous ceux qui ont gouverné, avec
avec lui, ce n'est pas admissible qu'on ait eu cette forme de révolution-là qui fasse qu'il y ait cette vacuité. Et j'ai eu à le dire ici, lorsqu'ils en seront ainsi, et qui est-ce qui va assumer la jonction entre les deux pouvoirs? Parce qu'il y a les dossiers qui sont qui étaient gérés avant que Béchi parte. Il y a les questions sécuritaires, il y a les renseignements. Mais l'armée peut jouer son rôle de défense et de sécurité sans pour autant être oui, parce que pourquoi ne pas gérer? Parce qu'aujourd'hui c'est une gestion collégiale et c'est une gestion collégiale. C'est ce qui se passe au Soudan. Oui, au Soudan. Mais les pays africains ont traversé aussi la période de colonisation. Oui. Le colon est parti pratiquement avec tout, même les agendas et les calendriers. Et on a essayé de reprendre tout. Moi, je pense que chez nous, en Afrique, il faudrait que chacun joue son rôle. L'armée doit continuer à jouer son rôle de défense et de sécurité. Mais ce n'est pas le même contexte aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en crise au Soudan. Mais l'armée n'a pas besoin d'être d'abord chef d'État ou d'avoir tout le pouvoir avant de jouer son rôle. Tout ce qu'on demande à l'armée, en plus de la technicité, parce qu'il faut dire que les choses ont vraiment évolué. Aujourd'hui, les militaires d'aujourd'hui, c'est plus les militaires d'avant. Les militaires d'aujourd'hui sont des militaires bien formés, des militaires qui sont des techniciens, qui maîtrisent quand même beaucoup de choses, y compris même la politique. Mais ce qu'on demande, c'est que l'armée doit, comme il le disait Feu Adema, l'armée doit retourner aux casernes et laisser les civils diriger le pays. Non, je crois que c'est ce qu'on dit. Il faut quand même admettre qu'en Afrique, l'armée, pendant ces 60 dernières années, est au cœur de la nation. Il s'agit généralement des armées. Il y a des pays où tous les gouvernements comportent des officiers. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a la vacuité dont on parle. Parce que l'armée, c'est fait quand même des gens responsables. Et je crois qu'on peut trouver un compromis. Moi, je ne suis pas en train de faire l'apologie du fait que l'armée prenne la totalité du pouvoir. Mais nous sommes dans une situation de crise. Il faut qu'on fasse descendre les susceptibilités en partageant tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'après les 3 ans de transition, les 3 ans sont vite passés et que le pouvoir va aller à celui qui le mérite par le biais des élections. Or, aujourd'hui, lorsqu'on va céder ce pouvoir-là aux partis politiques, vous allez voir, tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs, il va s'organiser, ce sera des querelles de chapelle, parce qu'ils n'ont pas les mêmes idéologies, n'ont pas les mêmes ambitions, mais aujourd'hui, en l'état actuel des choses au Soudan, ce qui peut garantir l'unicité du Soudan aujourd'hui, c'est cette force-là qui est organisée, qui a survécu à la chute de Béchi, qui peut aider en apportant et après remettre le pouvoir aux civils. Bien sûr. Je ne suis pas contre ça dans des domaines qui sont les leurs. Il ne faut pas qu'on vide les casernes pour remplir les postes de direction. Non, il faut qu'on si ils aboutissent à ça, ça va être grave pour l'avenir parce que lorsque l'armée s'immisce trop dans la gestion de l'État, comment l'appeler, le contrôle devient difficile. C'est-à-dire même leur discipline est atteinte parce qu'eux aussi, ils sont corruptibles. Donc il faut dans un pays comme le Soudan, il ne faut pas que l'armée blague avec la sécurité parce qu'il ne faut pas qu'on s'intéresse trop à la politique. On oublie justement la défense, qui est la première mission Soudan aussi, pour laquelle on s'est engagé. De côté Soudan aussi, et il se peut que dans les mois à venir, qu'il y ait des mouvements parce que ce qui est en train de se passer ici peut atteindre l'autre côté si ils arrivent à suivre. Eux aussi, ils seront donc toute la zone également. On va passer au second sujet, c'est le Bénin, l'inauguration du Parlement inédit ce jeudi. L'Assemblée nationale issue d'un scrutin auquel aucun parti d'opposition n'a pu participer va être officiellement installé ce jeudi sous très haute surveillance des forces de sécurité. Désormais, tout entière acquise à Patrice Talon. L'Assemblée pourrait ensuite rapidement se pencher sur une réforme constitutionnelle plusieurs fois repoussée sous la précédente législature. C'est une législature qui peut être légale mais pas légitime, a déclaré Donclan Abalo, porte-parole de l'Union sociale libérale, parti de Sébastien Ajavon, résumant ainsi un ressentiment unanimement
partagée au sein de l'opposition béninoise. À Porto Novo, capitale du Bénin, un important dispositif militaire a été déployé aux abords de l'Assemblée nationale, signe que les autorités craignent une nouvelle flambée de violence, alors que Emmanuel Vivien Tomi, l'installation d'un parlement, c'est un événement qui doit... Un événement national. Vous savez, Patrice Talon a lutté pour se faire dérouler un deuxième tapis rouge. Cette fois-ci, pas seulement devant sa population, mais surtout vers le Parlement. Or, nos pays ont instauré quelque chose, c'est qu'il faudrait qu'il y ait vraiment une indépendance dans les pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et puis le pouvoir judiciaire. Maintenant, si le pouvoir exécutif et ou bien le pouvoir législatif doit devenir un valet du pouvoir exécutif, on peut se poser la question de savoir quelle est la santé de notre démocratie. Et un pays comme le Bénin, où tout le monde disait, bon, c'est quand même un modèle de démocratie, à mon avis, est tombé bas, parce que là, on se retrouve avec une assemblée monocolore. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avant ces élections? Ça n'honore pas la démocratie béninoise. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que M. Patrice Talon, qui avait annoncé à sa prise de pouvoir de bonnes intentions pour le pays, il avait même parlé des réformes, il va innover, tout ça là, mais bon, ça en fait partie. Rupture. On a compris que... Ça en fait partie. Hein. Oui, le pouvoir, c'est un virus. Quand vous rentrez dedans, vous ne coûtez plus rien du tout. Vous n'allez défendre que, pour la plupart du temps, que vos intérêts. Aujourd'hui, il a une assemblée qui peut faire passer tout ce qu'il propose comme loi, et il a tout un boulevard devant pour changer la Constitution, tourner ça dans tous les sens comme il veut. Mais ce n'est pas bien, parce que la démocratie n'en sort pas vraiment, je ne sais pas, évoluer, parce que aujourd'hui, l'opposition a son rôle dans un parlement où il y a des partisans du régime et l'opposition. Le débat est plus riche et la vérité n'est pas loin de sortir. Mais quand nous sommes de la même église, on est de la même chapelle, peut-être on va se partager les rôles. Tu me critiques un peu, après tu vas voter pour la loi. Et puis c'est dommage. Et quand un autre président va venir, il va remettre encore tout en cause, et puis le pays n'avance pas tellement. Mais il se pose aussi, comme le résume par exemple donc là à Balo, il dit cette législature est peut-être légale, mais elle n'est pas légitime. Ce débat légalité-légitimité se pose à nouveau. Oui, légitime. Elle n'est pas légitime en ce sens que vous voyez qu'il fallait les chars. Il fallait les chars pour l'installer. Pour l'installer, c'est pas normal. Ça devait aller normalement. Donc, en fait, nos pays sont en train sont entrés dans ce que les politologues appellent la démocratie cosmétique. C'est du cosmétique, on met la peinture et on dit qu'on est en train de faire la démocratie. On a élu un parlement qui sera une chambre d'enregistrement, puis voilà, tous les pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, qui pratiquement c'est en train de devenir, disons, il y a une cassure. Le pouvoir législatif ne peut plus faire son travail. Judiciaire également, qui est confondu. Quand nous prenons même nos forces de l'ordre. Mais on espère qu'au moins le pouvoir judiciaire va s'en sortir. Avec des tribunaux d'exception. Comme ils s'en sortent bien au Togo. Bien. Ils se débrouillent au Togo, ils se débrouillent. Ils se battent. Quand vous êtes avec un magistrat, ou vous êtes avec un élément des forces de l'ordre, surtout ceux qui sont sur le terrain pour les enquêtes, les CB et autres, vous avez pitié. Parce qu'ils ont envie de faire leur travail, mais les influences sont énormes et politiques. Donc, le Parlement qui devait contrôler, n'est-ce pas, l'action du gouvernement est devenu inféodé, mais elle est devenu membre même, et puis actif du gouvernement. Est-ce que fondamentalement c'est mauvais? Parce que j'ai en esprit la France, par exemple, où les élections législatives interviennent, je pense, 2 mois après la présidentielle, 2 ou 3 mois après la présidentielle, où vous avez forcément celui qui est au pouvoir exécutif, qui contrôle le Parlement,
parce qu'on doit faire passer des lois pour avancer le pays aussi. En fait, ça, moi je l'avais plusieurs fois proposé. Je l'avais plusieurs fois proposé qu'on coupe avec le cycle électoral, l'événementiel au Togo qui fait que ça ne fait pas développer le pays. Bénin, là. Voilà, mais, bien sûr, on est au Bénin, mais ça vaut pour pratiquement tous nos pays. Regardez toute la querelle. Le cas que Samuel a évoqué, je crois qu'il y a une différence. La différence, c'est que au niveau de l'organisation de l'élection, il faudrait que les partis politiques d'opposition comme de pouvoir aillent aux élections d'abord et que ce soit le parti au pouvoir qui remporte la majorité. Voilà. Maintenant, si on bloque la participation de l'opposition et on y va en solo, mais là, ce n'est pas la même configuration. Parce qu'on va élire des députés. Le résultat, in fine, est le même. Mais le jeu démocratique est faussé. Vous avez des parlements où toutes les lois passeront malgré les redemontades de l'opposition. Finalement, on se retrouve mais il y a le jeu démocratique qui doit être respecté. Vous avez donné le cadre de la France. Mais la France, les institutions marchent bien. Même quand le Parlement vote, il y a la Cour des comptes qui fait son travail. Il y a le Conseil constitutionnel qui est là. Donc les choses ne passent pas comme une lettre par la poste. Voilà, c'est donc au Bénin. Mais chez nous aussi, ça a commencé par marcher. Ça marche un peu. Quand au Bénin, ce qui est en train de se passer, le président est là. Maintenant, tout ce qu'il va vouloir faire passer, peut-être lui aussi est en train de vouloir une constitution à sa taille. Donc ça aussi, ça va passer et c'est fini. On sera, disons, dans un statu quo. Personne ne peut plus contrôler qui que ce soit. Et la justice dont nous parlons, il a déjà mis la patte au niveau de la justice. Non, mais les juges justement ont prêté serment et ils peuvent effectivement faire ce sursaut d'orgueil pour sauver la démocratie. Oui, mais il a déjà nommé des juges qui aussi ont prêté serment. Le problème de Bénin, c'est que malgré tout, c'est la Cour constitutionnelle qui faisait barrage, mais aujourd'hui, il a mis son avocat personnel. Voilà, et même ça ne... Qui n'a pas pu empêcher le fait qu'on rejette les candidatures. Mais la crise, là où il y a peut-être le débat, c'est que est-ce que ce que Patrice Talon veut faire est forcément mauvais? Parce que, vous avez vu, il dit, nous sommes dans un pays où on a plus de 250 partis politiques, mais aucun des 3 derniers dirigeants n'a été élu sur une liste de partis politiques. C'est des indépendants. Oui, avant de se former des partis politiques. Il y a nécessité de réduire tout cela, d'élaguer ce qu'il y a à élaguer et d'avoir des partis solides. Qui a chassé Marie Le Pen. Mon cher Dapo, je vais dire quand même un mot sur le sujet, bien que j'ai eu à parler abondamment au niveau des émissions passées, mais je crois que la question que vous posez, c'est une question pertinente, hein, mais cela ne donne quand même pas le droit de se mettre dans cette situation. Je voudrais dire que quand le Talon, je crois que ce n'est pas la situation que Talon voudrait avoir. C'est vrai que il va faire des réformes et les réformes sont douloureuses. Et personne, quand bien même c'est au profit du peuple, hein, il va, à un moment donné, chacun, quand ça frappe surtout les gens à la poche, etc., cette réforme-là, à la longue, c'est des réformes viables, mais lorsque cela s'exerce au jour le jour, je crois que c'est un temps douloureux pour tout le monde. Et je crois qu'il voudrait quand même avoir un parlement acquis à sa cause pour pouvoir faire passer les réformes et faire cette rupture-là qu'il avait promis lors de la campagne électorale. Mais seulement le danger maintenant avec ce parlement-là qui est totalement acquis à sa cause, c'est que on aurait aimé qu'une bonne partie des combats d'idées se posent au sein de l'hémicycle pour que les gens puissent se vider là, que d'avoir une opposition obligée d'aller dans la rue. Une opposition tout à fait extra-parlementaire qui est obligée de se faire entendre dans la rue parce qu'il n'y a pas d'espace qui lui est créé pour qu'elle puisse, dans le cadre de ces institutions-là, mener un débat et pour que le Parlement soit un lieu d'émulation d'esprit, un lieu d'émulation d'idées, un jeu qui fasse le jeu de la démocratie. Mais je crois qu'aujourd'hui, lui-même, je crois qu'il s'est mis dans une situation et je me pose la question de savoir de quelle façon va-t-il en sortir, parce que ce n'est pas vraiment ce qu'il aurait aimé avoir. Il faut quand même
que la voix de l'opposition se fasse entendre dans l'hémicycle. Ce n'est pas le cas avec ce Parlement-là. Et juste, est-ce que ça va durer 5 ans? Pendant 5 ans, ça va être un mandat de 4 ans pour le Parlement. Bon, alors, si c'est 4 ans, l'agitation, ce sera une rue agitée pendant 4 ans, puisque l'opposition ne peut pas se produire ailleurs que sur la scène de la rue. Il faut que cette opposition-là se fasse entendre. Et je crois que peut-être que maintenant, Talon est resté droit dans ses bottes. Il ne veut pas reculer. C'est une question d'ego. Il aurait pu trouver une solution, reculer quand même pour grandir. Il ne l'a pas fait parce que là, il est en train de faire cavalcade. Il va en avant tout. Et puis, je ne crois pas que c'est une meilleure situation pour son propre pouvoir. Il va faire passer des lois, mais ce sera peut-être un combat sans, comment on le dit, mais tous les politiques béninois étaient quand même unanimes sur le fait que le Bénin a besoin de réformes. Mais personne n'avait jamais osé le faire de peur de se voir opposé à la rue. Il fallait aussi un courageux, un téméraire pour le faire. Oui, vous savez, les réformes, c'est nécessaire pour tout pays d'ailleurs. Et surtout pour nos pays africains qui peinent quand même à pratiquer le jeu démocratique. Mais aujourd'hui, la situation du Bénin laisse beaucoup de personnes inquiètes parce qu'on ne sait pas comment les jours à venir vont se passer. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le quartier de Yaïboni, ainsi de suite. Il y a eu même mort d'hommes. Je crois que c'est grave. Vouloir limiter le nombre de partis politiques, c'est une bonne chose, hein? Mais ne pas forcer cela, c'est la meilleure stratégie, parce que c'est aussi l'expression de la démocratie. Nous avions quitté les partis uniques pour aller au pluralisme. Maintenant, si nous pensons qu'il faudrait regrouper les partis politiques, ça dépend des leaders politiques eux-mêmes, parce qu'il y a déjà 2 camps. Dans presque tous les pays, il y a le pouvoir et l'opposition. Maintenant, si le pouvoir, c'est un parti ou un regroupement de partis, c'est l'opposition même qui perd ses chances en allant en rang dispersé à chaque processus électoral, par exemple. Alors, ça fait plutôt la force du parti au pouvoir, que l'opposition ne s'entende pas. Vouloir tout mettre en bloc, comme dans certains pays, c'est une bonne chose, mais il faut que ça respecte les jeux démocratiques. Quand on s'érige en donneur de leçons, quand on impose, quand on dit voilà ma vision et nous devons tout faire pour en arriver là, on va à l'encontre de la volonté du peuple. Or, la démocratie, justement, c'est la voix du peuple. Et ce qu'il faut ajouter, c'est la voix d'une seule personne, ce n'est pas la démocratie. Oui, ce qu'il faut ajouter, lorsque vous faites ces réformes-là, qui sont des réformes si impopulaires, peut-être c'est des réformes qui ne vont pas durer parce que les autres qui ne vont pas faire long, parce que les autres qui viendront après. La première des choses, c'est d'effacer la voix. C'est d'effacer. Donc, je crois que ce n'est pas la meilleure façon pour Talon de faire des réformes qui durent, qui arrangent le Bénin. Ce n'est pas de le faire à pas de charge contre les intérêts. Ça donne des arguments à ses adversaires pour les prochaines campagnes. Bien sûr. Voilà. Donc, nos dirigeants, il aura fait tout ça pour faire des réformes. Nos dirigeants doivent faire des réformes et rentrer dans l'histoire. Voilà. Il ne faut pas faire des réformes pour sortir de l'histoire. Et tout cela se passe au moment où on a besoin des forces de l'ordre de sécurité. Sur d'autres fronts. Dans le problème de terrorisme. Et on mobilise les forces de l'ordre pour venir garder pour le Parlement. Le Parlement qui doit veiller sur la population. On va aller à la pause, on revient après.